Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous offrir cette conférence-là ce matin. Et oui, je fais confiance à mon pharmacien, je tenais à vous le dire, parce que justement, ce que j'ai remarqué, par exemple, chez mon pharmacien, c'est qu'il y a un excellent jugement et croyez-moi, je le mets vraiment à l'épreuve. J'ai deux objectifs ce matin pour vous parler d'un sujet très vaste, d'un sujet qui me passionne, c'est le jugement professionnel. Donc, c'est de mieux comprendre comment s'exerce la réflexion éthique pour protéger son intégrité professionnelle, parce que l'intégrité, c'est vraiment au cœur d'une réflexion éthique. Et l'intégrité, en passant, ça signifie entier, exempt de tout vice. Alors, quand j'entendais le dark side, là, tout à l'heure, ça me faisait bien rigoler parce que, justement, on utilise souvent cette image-là pour parler de la réflexion éthique. Ensuite, je vais vous parler de 3 dimensions morales pour exercer votre jugement professionnel. Probablement, ce matin, quand je vais vous les présenter, vous allez dire « je les ai, les 3 ». Bien, bravo! Si vous avez les 3, ça va être très facile pour vous de savoir si vous les avez. On peut même le mesurer en passant. Il y a des questionnaires sur lesquels, moi, personnellement, je travaille pour identifier ces dimensions-là. Mais on peut spontanément se dire « eh bien oui, je vois que la place de ces 3 dimensions sont présentes dans mon jugement professionnel ». Par contre, ça, c'est quand ça va bien, vous allez constater que ce n'est pas tout le monde qui a ces 3 dimensions. Il y en a qui en ont une, des fois 2, idéalement 3. Il y en a qui en ont 0. Alors là, c'est là que vous êtes un peu plus à risque. Avant de commencer, ce serait bien de savoir de quoi on parle lorsqu'on aborde le mot « éthique ». Eh bien, il y a plein de définitions dans la littérature. Probablement, vous avez déjà assisté à des conférences sur l'éthique. Je vais vous donner ma conception, ma position à moi. Eh bien, pour moi, l'éthique, c'est vraiment une réflexion. C'est très important de mettre ça sous l'ordre de la réflexion. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un petit triangle, puis il y avait 3 questions. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les limites de mon action? Est-ce que c'est acceptable d'agir ainsi, etc.? Dès que vous êtes dans ce mode de réflexion-là, vous êtes sur le chemin de l'éthique. Mais ne sous-estimez pas le fait que tout le monde est sur ce chemin-là. C'est ça qui est un peu malheureux. Eh bien, il y en a qui ne se posent jamais de questions. Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on suspend son jugement professionnel. Puis le jugement professionnel, bien, c'est comme un muscle. Si on le travaille, si on l'exerce, si on se questionne, eh bien, il devient optimal. Puis les 3 dimensions, vous allez voir, se mettent en place. Moi, c'est un aspect que j'ai beaucoup regardé chez les individus qui étaient considérés comme des leaders éthiques. Je voulais en savoir un peu plus. Je me disais, mais qu'est-ce que ces leaders-là ont de particulier? Eh bien, il y avait ces 3 dimensions-là que je vais vous mettre en évidence tout à l'heure. Donc, l'éthique, c'est vraiment une réflexion en amont sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, qu'est-ce qui est juste de faire, qu'est-ce qui est acceptable de faire selon les circonstances. Et là, le mot « circonstance » est très important en éthique parce que le contexte en éthique est indissociable. Vous savez, le droit, quand on prend les normes, on les fige dans le temps, puis on dit on fait un petit bout avec les lois, les normes, etc. Bien, ça, c'est pour l'éthique, je vous dirais qu'il n'y a pas cette dimension-là d'être figé. C'est enchâssé dans un contexte, il se passe quelque chose aujourd'hui, il y avait un contexte de crise, j'étais dans telle situation. Alors, à ce moment-là, la réflexion éthique prend toute sa pertinence. Outre à la réflexion éthique, il y a une composante quand même essentielle, c'est la volonté. Alors, qu'est-ce que la volonté? Bien, la volonté, c'est vraiment une intention. J'ai l'intention d'agir de manière éthique parce que je peux me poser des questions, mais le deuxième stade, est-ce que vous avez réellement l'intention? Hein? Puis quand on fait appel à la volonté, eh bien, on se dit, quelles sont les conséquences, quels sont les effets de mon action? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Et que je vais questionner en même temps ce résultat-là. Donc ça, c'est très, très, très important. Il y en a qui restent sur le stade de la réflexion, qui ne vont jamais au niveau de la volonté. Mais les 2 sont imbriqués et évidemment, le 3e, l'action. Alors, je peux rester juste au niveau de la réflexion éthique, avoir aucune intention de changer quoi que ce soit et ne pas agir par le fait même. Mais vraiment, là, c'est 3 éléments importants qui sont, si on veut, caractéristiques
de quelqu'un qui active son jugement professionnel. J'ai mis ici une citation de plusieurs chercheurs en théorie morale parce que c'est le domaine dans lequel qui m'intéresse le plus. Des chercheurs qui ont marqué la conception du jugement moral ou du jugement éthique. En passant, j'utilise le mot moral et éthique indépendamment. Je ne fais pas de distinction pour le moment. Les deux veulent dire mœurs, conduite. Un d'origine latine, l'autre grecque. Mais pour le moment, pour cette conférence-ci, on ne tombera pas dans les subtilités de ces deux concepts-là. Donc, les chercheurs en théorie morale s'accordent pour dire, j'en ai cité quelques-uns en bas ici, que c'est un itinéraire personnel qui se produit grâce à la maturation cognitive et aux épreuves. Et ça, c'est très, très, très important. Tout à l'heure, je vous disais que la réflexion éthique était comme, le jugement professionnel était comme un muscle. Bien, il faut l'exercer, il faut le mettre à l'épreuve, puis il faut être face à différentes situations dans lesquelles on va être appelé à réagir, à se positionner comme individu, du moins à tester son intégrité, parce que c'est de là les épreuves vont vous amener. Êtes-vous une personne intègre ou pas? Donc, maturation cognitive et aux épreuves qui va créer justement ce déséquilibre-là, puis ces questionnements. Et quand vous êtes justement dans ce déséquilibre et dans ce questionnement-là, eh bien, c'est vraiment un facteur garant d'évolution vers des structures morales en équilibre, vers une plus grande maturité individuelle. C'est sûr que l'éthique, ça part de l'individu, mais c'est aussi enchâssé dans des systèmes. Alors, ce matin, je vais juste vous parler de l'individu, comment il peut exercer son professionnalisme, mais je tiens aussi à vous dire qu'on ne regarde pas juste le côté individu présentement dans la recherche en éthique et théorie morale. On regarde aussi les systèmes, c'est-à-dire les institutions, les organisations, les cultures d'entreprise qui peuvent amener un individu à déraper ou à prendre de très mauvaises décisions. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on peut être une personne éthique, agir de manière éthique et faire face à aucun soutien dans son organisation, dans sa culture, etc. Et ça nous amène à poser des gestes qui sont néfastes. Alors, évidemment, le soutien, vous êtes des professionnels, vous faites partie d'un ordre, vous avez déjà un soutien par là, mais il y a des professionnels qui ne font pas partie d'un ordre et ils ne peuvent que se retourner sur leur jugement professionnel et ça devient un peu plus compliqué pour eux. Donc, la réflexion éthique, c'est vraiment des degrés de conscience. Puis, je tiens à vous dire que ça s'apprend, la réflexion éthique. Ça s'apprend l'exercice d'un jugement professionnel. Je l'ai testé à plusieurs reprises chez des individus où on mesurait leur jugement professionnel avant. On établissait des plans de formation systématiques pour exercer justement cette réflexion-là. Et on voyait un changement assez intéressant par la suite. Parce que c'était une question que j'avais, peut-on apprendre l'éthique? Alors, c'est sûr qu'il y a un faible pourcentage d'individus corrompus, puis c'est vrai que ça existe dans toutes les classes, dans tous les domaines professionnels. Il y en a qui n'ont rien à faire, puis, mais ils sont toujours une minorité, mais c'est eux qui font le plus de bruit, par contre, qui prennent le plus de temps dans les organisations de travail, mais on ne se concentre pas assez chez les individus qui, justement, exercent un bon jugement professionnel, qui ont une pratique intègre, sont souvent cachés, dans l'ombre, sont souvent silencieux. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Les vrais leaders éthiques, c'est souvent des gens très, très, très silencieux qui ne font pas de bruit. J'ai mis ce modèle-là ici parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je définis l'éthique comme étant une capacité réflexive. Et je vous parlais de la volonté puis de l'action. Bien, c'est un peu le domaine ici. J'ai mis ici connaissance, volonté, action. Connaissance, c'est aussi un autre mot pour dire sensibilité éthique. La sensibilité éthique, c'est la capacité à percevoir que quelque chose qui n'est pas correct qui est en train de se passer. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui va voir qu'il y en a des gens qui vont dire « bien c'est correct d'agir ainsi, tout le monde le fait, je vais le faire ». Alors, ça, c'est dangereux. Ça devrait être un premier drapeau qui se soulève pour vous dire « attention, il y a quelque chose qui se passe, tu devrais exercer ta sensibilité éthique, peut-être que ça cache quelque chose ». Donc, la sensibilité éthique, c'est la porte d'entrée à la réflexion éthique. Et cette sensibilité-là, elle est multidimensionnelle présentement au niveau de la recherche. Elle a 3 caractéristiques. Elle est orientée soit vers une éthique de la sollicitude, une éthique de la justice ou une éthique de la critique.
Ce sont les 3 dimensions morales dont je vous parlais. Alors, ça va être à vous de voir votre propre portrait si, quand vous raisonnez face à une situation, laquelle ou lesquelles vous possédez. Parce que vous êtes toujours testé. Tout à l'heure, je vous ai mis une citation en vous disant que ce sont les épreuves qui vont vous tester. Eh bien, c'est lorsque vous vivez un dilemme éthique. Hein, un dilemme éthique, c'est un conflit entre 2 valeurs que vous jugez importantes. Eh bien, c'est lorsque vous êtes dans un dilemme éthique que vous allez être confronté et être mis à l'épreuve, à savoir quelle dimension vous allez mettre de l'avant ou quelles sont les dimensions que vous allez utiliser. Ou peut-être, si vous n'avez pas de dilemme éthique, il se peut, dans votre pratique, que vous n'ayez jamais de dilemme éthique. Pour moi, c'est un danger vers le professionnalisme. Donc, j'ai marqué ici amnésie morale, 2 éléments non intentionnels et intentionnels. Eh bien, ceux qui n'ont pas de sensibilité éthique, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils, je l'ai qualifié comme ça pour le moment, il y a une sorte d'amnésie éthique qui s'opère chez eux. Il y en a qui c'est voulu, c'est pour ça que j'ai mis le mot intentionnel, parce qu'ils préfèrent ne pas faire entrer la dimension morale ou éthique dans leur vie parce que c'est trop dérangeant, c'est trop complexe, puis c'est mou, hein? On n'a pas de prise, si on veut, au niveau de l'éthique. Donc, il y en a, c'est vraiment intentionnel en se disant, bien, je préfère être dans cette sphère amorale plutôt que de commencer à me poser 10 000 questions. De toute façon, tout est là, les droits m'encadrent, puis je n'ai pas de souci à faire avec ça. Il y en a d'autres, puis c'est eux qui m'intéressent, je dois vous avouer, c'est ceux qui sont dans cette amnésie-là de manière non intentionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la sensibilité éthique développée, qui n'ont pas cette capacité-là, puis il s'agit juste parfois de leur en parler, juste de les soutenir un peu plus, leur montrer leur portrait ou de donner des formations comme votre ordre professionnel le fait pour éveiller cette capacité-là, parce que c'est vraiment une capacité. La réflexion éthique, c'est une aptitude, ce n'est pas une attitude. Il y en a beaucoup qui ont tendance à voir l'éthique comme étant une attitude, c'est-à-dire c'est plus un état, mais au contraire, c'est une aptitude. La réflexion, c'est-à-dire une capacité qui peut se développer. Donc, il est possible, quand on est dans cette forme d'amnésie morale, de la développer lorsque on est éveillé puis on s'aperçoit qu'il y a un changement ou on s'aperçoit que ce qu'on faisait n'était pas éthique ou était sujet à questionnement. Bien, il s'agit juste des fois d'accompagner la personne puis de dire, bien là, regarde, il y a tel enjeu, il y a telle conséquence, etc. Ah, je ne les avais pas vus, merci, maintenant je suis allumée, je vais faire attention. Donc, travailler avec ce groupe-là, c'est très intéressant. Évidemment, travailler avec les personnes qui ont une éthique et on voit leur développement en termes de maturation, c'est aussi passionnant. Donc, je vous disais qu'il y avait 3 dimensions. Je vais commencer par la première, qui est l'axe de l'éthique de la justice. Eh bien, cet axe-là pose la question de fond, c'est-à-dire comment on se gouverne pour maintenir la cohésion individu, organisation ou groupe professionnel, hein, ou société. Ici, pour vous, ça serait plus groupe professionnel. Donc, comment on se gouverne? Eh bien, comment on se gouverne? Bien, c'est par les lois et les règlements, par les normes et les procédures, par les codes ou le code de déontologie que vous avez. On se gouverne par des rôles et responsabilités qui sont bien définis, par des mécanismes consultatifs et démocratiques, par, entre autres, le droit de donner sa version des faits, parce que c'est enchâssé justement dans les bonnes pratiques au niveau des normes de pratique, des standards de pratique. Alors, quand on est dans l'éthique de la justice, on cherche à rendre sa conduite et sa réflexion conformes à ces objets-là, lois, règlements, normes, articles. Hein, on cherche vraiment à se conformer. Puis quand on est dans la réflexion éthique de la justice, eh bien, la caractéristique des gens qui sont dans cette réflexion-là, eh bien, ça va être des gens qui vont collecter les faits, les preuves, qui vont chercher à connaître tout ce qui s'est passé, mais en termes de faits. Hein, qui vont rechercher les renseignements exacts, qui vont faire une enquête, qui vont prendre appui sur le cadre normatif, qui vont exercer leurs devoirs et responsabilités parce que c'est enchâssé, si on veut, dans leur description de tâches. Donc, c'est des gens qui vont être très à cheval à ces aspects-là, puis qui vont procéder sous cet éclairage-là. Donc, pour eux, c'est très, très, très important. Tout ce qui concerne les sentiments, etc., c'est vraiment extrait.
Donc, je rappelle ici, faire enquête, aller chercher les preuves à partir des lois, soit d'un article du Code de déontologie, assumer ses devoirs. C'est vraiment la possibilité d'exprimer son point de vue au cours d'un processus fondé sur les renseignements exacts. Tout ça a comme élément de respecter la légalité. Très, très, très important dans ma réflexion éthique, dans ma réflexion morale, quand elle est enchâssée sous la lunette de la justice, c'est vraiment un respect de la légalité. Et pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'ils se disent que mon jugement professionnel doit être impartial. Et pour être impartial, bien, il faut que je crée une distance face au conflit, face au brouhaha, face aux émotions qui peuvent jouer contre moi ou détourner mon évaluation. Donc, je me garde cette distance-là pour exercer de manière la plus impartiale possible mon jugement. C'est vraiment, en gros, là, les grandes caractéristiques que je peux vous donner au niveau de l'éthique de la justice. Une autre dimension qui est importante, puis quand j'écoutais le rapport qui a été fait sur les pratiques au sein des pharmaciens, il y avait beaucoup, j'avais noté beaucoup d'éléments au niveau de cette éthique-là, c'est l'éthique de la critique. L'éthique de la critique part toujours d'une réflexion qui dit comment on définit les choses, qui contrôle, comment c'est légitimer cette chose-là au niveau du groupe, au niveau de la société, par exemple. La conduite de ceux qui sont dans l'éthique de la critique, ça va être de mettre en évidence les pressions sociales qui mènent à la standardisation et au conformisme. Mais dans cette standardisation et conformisme, c'est lorsqu'on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a des injustices ou des inégalités. Parce que parfois, on peut être conforme, mais quand on analyse plus à fond la situation, on s'aperçoit que cette conformité instrumentalisée, eh bien, elle suscite beaucoup plus d'inégalités puis d'injustices. Donc, c'est des gens qui vont questionner ça. Ça va être aussi des gens qui vont chercher à découvrir ce qui déshumanise, et ce tant dans les arrangements sociaux que dans le langage, dans le favoritisme. Tout à l'heure, j'entendais parler des pratiques, c'est-à-dire des liens d'affaires pharmaciens-médecins. Hein? On va se dire, bien, tu dois payer le loyer, mais en échange, tu peux venir dans mon immeuble, mais tu dois payer le loyer. Puis le pharmacien va dire, non, 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 c'est pas comme ça, je n'accepte pas, tu dois me faire ça gratuit pour X raisons, sinon je m'en vais, les menaces, etc. Donc, il y en a qui vont tomber justement dans cet élément-là, qui vont chercher à favoriser, à créer ce favoritisme-là. Quand je parle ici du langage, eh bien, vous savez, des fois, il y a des patients qui vont commencer à poser des questions, soit à un médecin, à un pharmacien. Puis là, quand on ne se sent pas trop capable de répondre à ça, on se sent démuni, eh bien là, on va se retourner vers notre langage technique. Puis là, on va afficher notre expertise pour dire « Minute, là, je ne comprends rien de ce que vous me dites, mais je vais garder ma distance, puis je vais te montrer que c'est moi l'expert parce que je suis capable, j'utilise plein de mots, je vais tout vous berner, puis ça va bien passer. » Alors, souvent, les gens vont utiliser le langage pour montrer leur pouvoir, leur domination. Mais ceux qui sont dans l'éthique de la critique vont s'en apercevoir assez vite. Ils vont dire « Wow, 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 je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Pouvez-vous être un peu plus précis? Pouvez-vous être un peu plus concret? » Ensuite, ceux qui sont dans l'éthique de la critique vont exercer leur capacité à parler ouvertement sans retomber négative. Un exemple de ça, parfois on peut être dans une réunion, on peut voir qu'il se passe quelque chose, mais qu'il y a une zone de silence, un mal-être, etc. Bien, ceux qui sont dans l'éthique de la justice vont justement casser ce malaise-là, vont parler en disant « je prends le risque de parler, je prends mon courage à deux mains pour vous exposer ce qui est en train d'arriver ». Et parfois, ils vont évaluer que oui, il peut avoir des retombées négatives, mais leur courage, la perception qu'ils ont vue que c'était vraiment distorsionné est beaucoup plus fort chez ceux qui sont dans l'éthique de la critique. Ça va être ceux qu'on appelle souvent ceux qui sont dans un type de justice transformatrice, hein, c'est-à-dire que ceux qui vont faire une analyse critique pour apporter une plus grande équité. Hein, ceux qui sont dans l'éthique de la critique, c'est vraiment des gens qui vont chercher à travailler cette équité-là. Dans l'éthique de la justice, ça va être l'égalité, hein? Mais souvent, l'éthique de la critique est très proche de la justice parce qu'elle va re-questionner la justice, elle va re-questionner les normes, les standards de pratique, par exemple, pour dire ce qu'on faisait il y a quelques années, c'est plus valable aujourd'hui. Le contexte a changé. Ça demande un nouvel éclairage pour favoriser justement cette équité-là.
Donc, ceux qui sont dans cette réflexion-là vont exercer vraiment une perception assez aiguisée sur les jeux de pouvoir, les groupes avantagés au détriment des personnes vulnérables. Ils vont tout de suite penser aux personnes vulnérables, ceux qui sont dans l'éthique de la critique, puis les groupes désavantagés. Ils vont remettre en question les opinions, les arguments, les arrangements qui vont cacher les injustices et ils vont chercher la transparence. C'est vraiment leur leitmotiv. Puis ce sont des individus qui vont être plus dans un esprit d'émanciper. Quand on regarde tous les grands mouvements sociaux qui ont amené des changements majeurs dans la société, je pense entre autres aux droits des femmes, aux Noirs, à l'éducation, etc., tous les mouvements sociaux qu'on a vus apparaître dans les années 60 proviennent de leaders qui ont eu ce mouvement-là d'esprit critique, hein? Cette éthique de la critique pour amener justement une plus grande transformation. Moi, ce que je vois dans les organisations du travail, les innovations puis les changements proviennent de l'éthique de la critique. Mais c'est une éthique de la critique. Ceux qui possèdent l'éthique de la critique, c'est des gens un peu à risque. Hein? C'est des gens qui voient beaucoup plus vite les choses, qui ont un regard de 2-3 foulées avant tout le monde. Donc, parfois, leur discours est très dérangeant. Hein? Et on a peur, on aime mieux être dans la conformité parce que c'est la stabilité, c'est le contrôle, etc. Hein? Et c'est ce qu'apporte l'éthique de la justice, qui est correct en soi, mais parfois, il faut se poser des questions face à ce qui se passe si on continue ainsi. Donc, c'est une éthique qui souvent apporte justement cette innovation-là parce qu'elle donne un regard beaucoup plus aiguisé de la chose. Donc, je marquais justice transformatrice. Juste un petit rappel, le raisonnement qui se met en place, c'est je vais questionner comment les arrangements sont faits, je vais en parler dans le but de susciter une plus grande transparence, dans le but d'émanciper, conscientiser les individus. La troisième éthique qui est nécessaire dans le jugement professionnel de tout individu qui se questionne, c'est l'éthique de la sollicitude ou celle qui est mieux connue par le mot « care ». Dans le domaine de la santé, c'est une éthique qui est très connue et elle questionne profondément l'aspect relationnel, c'est-à-dire comment on traite les autres, comment on accueille les autres. C'est une éthique qui se concentre énormément sur ces aspects-là. La conduite de ceux qui sont dans cette éthique de la sollicitude, moi je l'ai traduit par sollicitude parce que la chercheure de Harvard qui a été la première à mettre de l'avant cette éthique avait traduit son mot « care » par sollicitude. Donc, je sais qu'on va parler d'éthique bienveillante, on va parler d'éthique empathie. J'ai juste une préférence pour le mot « sollicitude » étant donné la traduction acceptée de l'époque. Donc, la conduite de ceux qui sont enchâssés dans une éthique de la sollicitude, ça va être des gens qui vont prendre en considération les besoins particuliers, qui vont essayer de maintenir la relation sans chercher un avantage quelconque, qui vont écouter l'autre sans jugement. Ça va être un type de justice compréhensive. J'ai mis les mots justice en passant parce que, il y a quelque temps, j'ai beaucoup parlé avec des juges qui voulaient justement, qui s'intéressaient à l'exercice du jugement professionnel, puis ils me demandaient souvent quel est le parallèle. Mais dans la justice compréhensive, dans ces nouveaux développements-là, on a énormément d'éléments de sollicitude qui sont demandés par les magistrats aujourd'hui. Donc, on voit que même le droit progresse et change. Le raisonnement de ceux qui s'inscrivent dans l'éthique de la sollicitude, c'est de comprendre et manifester de l'empathie. Hein? C'est vraiment une empathie sincère. C'est des gens c'est très présent chez eux. Ça va être des gens qui vont chercher à préserver le bien-être de l'autre et à protéger la dignité de la personne, qui vont manifester une préoccupation réelle pour autrui et non une préoccupation de logique d'intérêt. Hein, c'est vraiment des gens qui sont là-dedans, qui manifestent une empathie quand même assez importante. Donc, au niveau de l'éthique de la sollicitude, on va chercher souvent, comme caractéristique que je vois, c'est des processus de médiation.
Hein, quand on est dans une médiation, c'est qu'à quelque part, on veut ouvrir le dialogue, on veut écouter ce que les autres ont à dire, mais pas seulement parce que la loi, la norme nous le dit, c'est parce qu'on veut faire place à ça. On va chercher à réparer, à réconcilier. Vous voyez, en ce moment, toutes les commissions sur vérité et réconciliation partent d'une logique d'éthique de la sollicitude, c'est très fort, et la compréhension. Donc, vraiment, le but, c'est de comprendre la personne qui est avec nous. Quand on parle du jugement professionnel, pour moi, évidemment, je vous partage ces avis-là ce matin. C'est comme un cours accéléré sur les 3 éthiques. Vous le comprendrez bien. Eh bien, c'est vraiment l'utilisation des 3 éthiques, c'est vraiment une question d'équilibre. Pourquoi je mets équilibre? Bien, c'est parce que quand on parle du jugement professionnel, c'est qu'il faut savoir juger et mettre en œuvre les 3 éthiques. Et les mettre en œuvre, bien, c'est être capable de déterminer par soi-même et avec les autres, c'est-à-dire avec mon groupe de professionnels, je peux m'interroger, je peux me questionner au plan éthique si c'est correct d'agir ainsi. Laquelle des éthiques aura préséance dans la situation? Ce que je veux dire ici, c'est que les 3 éthiques vont être nécessaires pour analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que vous pouvez les activer. Il se passe quelque chose, vous vous posez des questions, vous commencez à dire comment j'analyse ça du point de vue de la justice. Qu'est-ce que les règlements, les normes me disent exactement? Est-ce que je respecte mon code de profession, mon code de déontologie? Ensuite, qu'est-ce que cette situation-là cache? Est-ce qu'il y a un lobby, une pression qui est en train de s'exercer contre moi? Là, je suis dans l'éthique de la critique. Et je reviens à l'éthique de la sollicitude. Est-ce que l'intérêt du patient est mis de l'avant? Hein? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on est en train de le rendre encore plus vulnérable aujourd'hui? En gros, ce sont les questions qu'on pourrait se poser. Et dépendamment de la situation, je peux être appelée, par exemple, à exercer plus l'éthique de la critique parce que je dois faire avancer les choses. Je dois casser un peu une situation, mettre de côté les 2 éthiques pour dire, là, ça suffit. Il y a un lobby énorme qui est en train de se préparer contre les pharmaciens qui vont avoir des retombées négatives. Je dois le dénoncer, je dois en parler. D'autres situations, peut-être, ça va être l'éthique de la sollicitude. La circonstance, vous vous rappelez, au tout début, je vous ai dit que l'éthique était enchâssée dans un contexte. Eh bien, ce contexte-là fait en sorte que, pour le moment, je ne peux exercer l'éthique de la critique parce que je dois protéger mon patient. Je dois protéger le client qui vient, etc., parce que c'est ça l'urgence. C'est ça, savoir juger. Hein? Et ce n'est pas facile aujourd'hui. Pensez pas que c'est une capacité qui va de soi chez tous les individus. C'est très, très, très difficile, même cette petite phrase-là, c'est très difficile au plan concret d'avoir cet équilibre-là, de dire est-ce que j'y vais avec la justice, la critique ou la sollicitude, dépendamment le contexte. Et c'est ça qui va faire toute votre aspect de professionnel. Hein, tout à l'heure, ce qui m'a frappé dans les propos précédents, on disait « distinguez-vous par votre service hein? ». Parce qu'on faisait appel justement à cette intégrité-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on voit quelqu'un qui a un bon jugement professionnel, qui se distingue justement par un service professionnel, où je me sens, par exemple, écoutée, où je sais que je peux avoir confiance parce qu'il ne me fera pas toutes sortes d'entourloupettes, où je sais qu'il va être en mesure de m'accompagner sans chercher un avantage, sans m'utiliser, eh bien ça, c'est très précieux aujourd'hui. C'est énormément précieux parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'on est dans une perte de sens, une perte de valeur, où les repères bougent beaucoup, où tout le monde y va avec ses valeurs, avec un jugement qui est pas mal élastique. Ça fait en sorte que ça va devenir une denrée rare, de mon avis, vraiment, parce que c'est très rare maintenant de voir des professionnels qui savent juger et évaluer une situation correctement. Parce que le monde est complexe, hein? Ça devient très complexe aujourd'hui. Et on est appelé à être bousculé dans plusieurs repères, une complexité qui n'était pas vécue avant. Donc, je vous ai parlé des 3 éthiques. Je vous ai dit au tout début qu'il y en a qui peuvent avoir une éthique, c'est-à-dire qui gouvernent à partir que d'une éthique. Toute leur vie, par exemple, ça peut être l'éthique de la justice. Si je suis trop dans l'éthique de la justice,
mais au point où j'en deviens radicale. Je suis à risque d'être vulnérable. Je suis, par exemple, à la frontière ou à la limite du non-éthique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine du jugement professionnel, ça prend un équilibre. Ça prend un équilibre avec les 3 dimensions pour bien baliser, pour bien vous consolider comme professionnel dans votre jugement. Eh bien, si j'en utilise qu'une, mais que j'en suis au point de l'extrême, c'est-à-dire que j'utilise les règlements à tout bout de champ, c'est dangereux. Je deviens radicalisée à quelque part. Et là, mon action ne peut plus être considérée sur le chemin de l'éthique et je suis vraiment dans la sphère du non-éthique. Alors, quelqu'un qui est vraiment dans une position de vulnérabilité, ce que je veux vous mettre en lumière ici, c'est que si je suis trop à l'extrême d'une dimension au point où j'en suis aveuglée, je suis dans le non-éthique. Donc, si à chaque fois je me cache derrière les règlements, les normes, etc., puis que je mets ça à toutes les sauces, sans jugement, vous êtes dans une zone du non-éthique. Si, par exemple, vous écoutez vos patients ou vos clients et que vous accordez tout, hein, parce qu'il faut que je l'écoute, il y a besoin, il n'y a pas de prescription, puis vous ne posez pas de questions, vous dites « Ah non, pauvre madame » ou « Ah, il va y avoir des conséquences, etc. » Puis vous ne posez pas de questions, vous êtes dans la sollicitude, mais à l'extrême de la sollicitude, bien, ça vous empêche de voir, ça vous paralyse. C'est un effet qui est une vulnérabilité, par exemple, de l'éthique de la sollicitude. Donc, il faut faire toujours très attention avec les 3 dimensions. Au niveau de l'éthique de la critique, par exemple, c'est que si vous êtes toujours en train d'analyser, de faire sortir les injustices, etc., ça peut vous rendre cynique. Hein? C'est un autre danger aussi. Donc, la pensée en silo, se cacher derrière les règles, décontextualiser, parce qu'à l'extrême de l'éthique de la justice, je peux décontextualiser, je ne prends pas en considération le contexte. L'éthique de la justice dit ce sont les normes, les règles, c'est pour tout le monde, c'est l'égalité. Donc, c'est un autre danger. L'important, c'est vraiment d'aller chercher les 3 dimensions pour bien encadrer votre jugement professionnel, pour dire quelle dimension a préséance dans cette situation-là, mais les 3 ont servi à mon analyse. Mais il y en a qui pilotent juste avec une dimension. Donc, c'est plus handicapant, si j'ose m'exprimer ici. Donc, c'est pour ça que je vous propose le fait que le raisonnement éthique doit être interdépendant. L'éthique de la justice a besoin de mieux comprendre le contexte et les besoins spécifiques des individus, ce qu'apporte l'éthique de la sollicitude. L'éthique de la sollicitude, par contre, demande d'accorder une attention plus grande à l'ordre social et à l'équité, ce qui est apporté par la justice et la critique. L'éthique de la critique requiert de la sollicitude pour éviter les commentaires cyniques, parfois des éternels mécontents. Hein, en passant, le match parfait, ce que j'ai remarqué, c'est souvent ça. L'éthique de la critique avec l'éthique de la sollicitude. Quelqu'un qui a à faire passer un message parce qu'il a vu des avantages, il a vu, par exemple, des lobbies, des pressions, etc., bien, dans sa façon de dire les choses, ça va être beaucoup plus gagnant que s'il vous laisse un pavé, s'il vous lance, pardon, un pavé dans la mare. Hein? Souvent, les gens qui sont dans l'éthique de la critique, ils vont souvent dénoncer, puis ils ont le langage très fort pour justement, parce qu'ils veulent émanciper les individus, sont portés par ça. Mais avec l'éthique de la sollicitude, l'effet est beaucoup plus fort. Et j'ai marqué ici l'éthique de la justice, par contre, exige l'analyse sociale en profondeur que permet l'éthique de la critique. Hein? Si elle veut aller au-delà d'une mise au point, n'arrive des arrangements sociaux. Parce que c'est l'éthique de la critique qui va analyser, par exemple, les normes, les règles, qui va dire, oui, là, c'est beau, mais on est carrément... il y a quelque chose d'injuste dans cette situation-là et qui va nous re-questionner dans notre rapport à la justice. Donc, c'est vraiment majeur. Donc, ici, ce que je voulais mettre en lumière, ce sont cette interdépendance des 3 éthiques, que c'est possible d'utiliser les 3 dimensions pour son jugement professionnel et que de fonctionner avec une lunette, bien, c'est ça, ça vous donne un regard face à une situation plutôt qu'un regard, multidimensionnel. Je vais finir parce que je voudrais plus
répondre à vos questions. Je voulais me garder un petit 10 minutes pour répondre à vos questions. Je finis avec cette citation-là qui est encore très d'actualité pour moi, qui dit que agir de manière éthique est d'abord et avant tout un choix. Hein? Ça vous appartient d'être intègre, ça vous appartient d'être un professionnel qui va mettre de l'avant cet idéal de conduite. Hein? C'est vraiment un choix. Et avoir une réflexion éthique constitue un dévouement à approfondir ses capacités éthiques à travers l'apprentissage et la pratique. Parce que l'éthique, ça s'apprend en faisant. C'est-à-dire que ça s'apprend quand on parle de nos dilemmes éthiques, quand on parle de nos risques éthiques, parce qu'il y en a des risques éthiques partout. Hein? Est-ce qu'on est capable de les percevoir dans votre profession de pharmacien? Quand vous êtes dans votre pharmacie, est-ce que vous voyez les risques éthiques? Êtes-vous en mesure de les diagnostiquer rapidement? Voyez-vous les enjeux éthiques? Donc, tout ça fait partie de votre capacité de raisonnement éthique. À vous de voir s'il y a des risques qui vont venir contrevenir, si on veut, à la justice, à la critique, à la sollicitude, etc., ou qui va venir même contrevenir à votre propre intégrité professionnelle. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur vos pratiques sous l'angle des 3 dimensions éthiques. J'espère que peut-être vous avez dit, bien, dans le fond, je réalise que j'en ai 3. Si vous en avez les 3, bravo. Maintenant, est-ce que vous les mettez en application? Parce que comme je vous le disais, je peux rester dans l'ordre de la réflexion. Est-ce que j'ai la volonté, c'est-à-dire est-ce que j'ai l'intention consciente et est-ce que j'agis? Parce que ce que je vois souvent, c'est que je peux être dans la réflexion, mais je court-circuite au niveau de la volonté parce que c'est trop dérangeant. Ça va changer un certain ordre établi. Mais rappelez-vous, les grands changements viennent de l'éthique de la critique. Et c'est sûr que ça crée un petit déséquilibre, cette éthique-là, mais c'est toujours pour rétablir une plus grande justice.